Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi, c'est le quart d'heure consacré à l'actualité américaine. Notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Fidèle à ce rendez-vous qui traite de l'actualité économique et politique américaine. On est à la frontière des deux, évidemment, avec la réunion de la Réserve fédérale américaine cette semaine. Mais prenons le volet économique, Pierre-Yves. Alors je ne sais pas si on le découvre, mais en tout cas, l'emploi américain se met à inquiéter, en tout cas, devient un argument aujourd'hui pour ceux qui soutiennent l'idée que la Fed doit absolument baisser ses taux et continuer de le faire sans doute à l'occasion des prochaines réunions. Alors, le 30 juillet dernier, c'était pas si loin que ça, la réunion du comité monétaire de la Réserve fédérale, Jérôme Powell nous dit « l'emploi américain est solide ». Quelques jours plus tard, le premier vendredi du mois d'août, sont publiés les chiffres de l'emploi, les chiffres officiels de l'emploi du mois de juillet, et cette effrayante révision à la baisse des chiffres du mois de juin et des chiffres du mois de mai, qui littéralement met à mal ce narratif optimiste sur la santé de l'emploi américain. Depuis, ça s'est considérablement aggravé. On a eu la publication début septembre de chiffres catastrophiques pour les créations nettes d'emplois aux États-Unis au mois d'août. Et quelques jours plus tard, autour du 9-10 septembre, une révision massive à la baisse de l'estimation des créations d'emplois, en gros, du mois de mars 2024 au mois d'avril 2025. Il n'est plus possible de dire que l'emploi américain se porte bien, et la seule lecture du taux de chômage qui est passé en gros au printemps de 4,1 à 4,3 aujourd'hui ne suffit pas à nous donner une image claire de ce qui se passe sur l'emploi américain. Les révisions sont catastrophiques. On a, je voudrais les citer pour ne pas dire de bêtises, on a créé seulement en 3 mois 29 300 emplois aux États-Unis, selon l'estimation du BLS. Rappelons qu'au cours du printemps, on était encore sur 3 mois à un rythme de 200. Il se passe quelque chose. Il y a un décrochage et certains, autour de la table du comité monétaire de la Réserve fédérale, ont vu venir la chose. Je vous ai déjà dit ici, nous en avons déjà parlé, que Christopher Waller, à mon avis, serait un excellent candidat pour succéder à Jérôme Powell, et il fait partie des rares gouverneurs qui ont senti la chose et qui ont osé, dès le 30 juillet, voter contre le consensus du comité monétaire, en soulignant des signes de faiblesse sur le marché de l'emploi qui ne se sont que confirmés depuis. Il avait remarqué, par exemple, que dans la population active, les Américains qui décident de changer d'emploi, qui démissionnent pour en prendre un autre, ne trouvent pas de conditions d'amélioration de salaire meilleures que ceux qui sont restés en place. Ça, c'est un renversement complet de la situation qui avait prévalu au sortir de la pandémie du Covid. Vous vous souvenez, tout le monde démissionnait parce que tout le monde était certain de trouver un meilleur emploi avec un meilleur salaire dans une autre entreprise. Renversement complet. Le taux de chômage n'est qu'à 4,3%, d'accord, mais si l'on intègre les Américains ou les résidents américains, en tout cas dans la population active, qui doivent se contenter d'un travail à mi-temps, faute d'un travail à plein temps, d'une part, et d'autre part, ceux qui sont découragés et qui ne cherchent plus, on a un taux de chômage qui est au plus haut depuis 4 ans, à 8,1%. Ne l'oublions pas, on y a fait allusion avec nos invités il y a quelques minutes. La Banque centrale européenne n'a qu'un mandat, si je ne dis pas de bêtises, de s'attaquer à la stabilité des prix et de contrôler l'inflation. La Réserve fédérale a un double mandat. Elle doit s'occuper de la stabilité des prix, mais également faire en sorte que les conditions soient là pour que le niveau de l'emploi soit maximal. Elle doit absolument bouger mercredi soir et probablement à plusieurs reprises d'ici Noël. Bon, on verra. La Fed aura les arguments, évidemment, sur la table cette semaine pour délivrer cette première baisse de taux depuis les dernières qui datent de la fin d'année 2024. On verra quels seront les signaux envoyés avec un certain nombre de projections économiques et de la trajectoire de politique monétaire qui seront réajustées et révisées à l'occasion de ce meeting de la Fed cette semaine. Mais qui est donc Larry Ellison, Pierre-Yves. Alors, je vous pose pas la question à vous directement parce qu'on sait tous, évidemment, qui est Larry
Ellison. On est d'une génération quand même qui doit savoir qui est Larry Ellison et son entreprise Oracle. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de la nouvelle génération, peut-être que ce nom a refait surface et que c'est quelqu'un qu'il faut à nouveau présenter. Qui est ce jeune nonagénaire qui vient défier Elon Musk comme homme le plus riche du monde? Dites-moi, Grégoire, sur votre yacht, avez-vous installé un terrain de basket? Non, pas encore. Pour l'année prochaine. Si vous vous appelez Larry Ellison, vous avez 81 ans, vous êtes le gagnant et le participant de l'America's Cup, mais vous avez également un yacht, et sur ce yacht, vous avez un terrain de basket. Et accroché à ce yacht, il y a une petite vedette rapide qui est employée rapidement par un des employés de Larry Ellison pour aller chercher les ballons qui sont sortis du terrain et qui flottent dans le Pacifique. Mettre un filet autour du terrain de basket, non, c'était pas possible. Quand on est l'homme le plus riche du monde, et il est devenu l'homme le plus riche du monde la semaine dernière, sur le papier en tout cas, l'homme qui valait 370 milliards de dollars, ça change toutes les 5 minutes. Oracle, la dernière fois que j'ai vérifié tout à l'heure, gagnait encore 4%, et Larry Ellison détient 40% du capital. Donc, vous voyez que, comme cela s'est produit la semaine dernière, lorsque Oracle voit son cours bondir de 38% en une seule journée, ça change le rapport de force entre lui, Larry Ellison, âgé de 81 ans, fondateur de Oracle. On dit Oracle ou Oracle, d'ailleurs. Si je veux être snob jusqu'au bout, je vais dire Oracle. Et son ami Elon Musk, les deux hommes s'apprécient et se respectent. Donc, il se passe quelque chose. Moi, je suis stupéfait. Comment cette boîte est restée sous les radars? Parce qu'encore une fois, moi, j'ai commencé à suivre les marchés. Oracle, comme vous dites, Pierre-Yves, était la star de la tech de l'époque. Tout ça était bien avant l'IA, enfin l'IA générative, etc. Bon, ils ont raté des virages, comme plein de boîtes américaines. Microsoft a raté des virages, Apple a raté des virages. C'est des boîtes qui se sont réinventées toutes plusieurs fois. Qu'est-ce qui fait que Oracle sort à nouveau j'allais dire, d'une zone un peu grise? Alors, ils ont annoncé à l'occasion de la publication de leurs résultats trimestriels qu'ils avaient conclu 4 énormes contrats qui, en gros, poussent leur carnet de commandes à plus de 500 milliards de dollars, contrats qui ne veulent pas dire qu'ils ont déjà encaissé 500 milliards de dollars, mais contrats qui vont durer 4, 5, 6 ans, avec de grandes sociétés qui sont dans l'intelligence artificielle et qui ont besoin de l'infrastructure que leur propose Oracle. Je suis stupéfait que les analystes, qui sont quand même assez nombreux, parce que Oracle est quand même une société qui est liquide, qui est connue, qui a pignon sur rue. On a vu Larry Ellison faire des annonces avec son allié, M. Altman de OpenAI, avec l'excellent personnalité japonaise dont le nom m'échappe, qui est patron de SoftBank, qui nous ont annoncé qu'avec le projet Stargate, ils avaient 500 milliards de dollars d'investissement pour fabriquer des centres de traitement de données. On aurait dû voir venir cela. On a appris, on devine que sur ces 4 contrats, il y en a un forcément avec OpenAI et un également avec l'OTAN, figurez-vous. Alors, la valorisation d'Oracle, qui était une valorisation élevée de sociétés de la technologie qui marchait bien, est en train de faire plus que rivaliser avec celle de Microsoft. Je vais vous donner les chiffres, c'est assez stupéfiant. En 24 heures, tout a basculé. Peut-être faut-il parler aujourd'hui de non plus Magnificent 7, mais de Magnificent 8, parce que la valorisation actuelle, enfin la capitalisation actuelle maintenant d'Oracle est de l'ordre de 870 milliards de dollars. Son ratio prix-bénéfice, je sais, c'est vieux jeu de parler de valorisation comme ça. Son ratio prix-bénéfice courant, je vous le donne, il est de 70. Son ratio prix-bénéfice anticipé, ça c'est déjà plus branché. On a confiance dans les prévisions des analystes qui n'ont rien vu venir et qui maintenant donc ont tout compris. Trouvez l'erreur. 43. Comparons cela, si vous voulez bien, au ratio prix-bénéfice de Microsoft. Je suis assez vieux pour me souvenir c'était plus que des batailles ici. On échangeait des insultes entre Larry Ellison et Bill Gates à l'époque où il dirigeait Microsoft.
Larry Ellison, dans la fin des années 90, début des années 2000, voulait absolument faire exploser ce qu'il considérait être le monopole de Microsoft. Je me souviens de conférences à San Francisco où on voyait tourner autour du Moscone Center des grands camions de sociétés d'insecticides et sur lesquels il y avait écrit Windows is full of bugs. Windows est plein de bugs, c'est-à-dire d'insectes. Vous voyez un petit peu le niveau de la rivalité entre Larry Ellison, qui n'est pas quelqu'un de commode, et Bill Gates. Microsoft aujourd'hui, ratio prix-bénéfice courant 37, ratio prix-bénéfice anticipé 33. Oracle est valorisé 2 fois plus. Bon, la nouvelle jeunesse de Larry Ellison, 81 ans, est toujours détenteur de plus de 40% du capital de son entreprise Oracle. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, en direct évidemment dans Smart Bourse à partir de 17h, que vous retrouvez en rattrapage, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.